Ils n'étaient qu'un en 2017. Aujourd'hui, ils sont 17 à franchir les 100 milliards de fortune. En 5 ans à peine, certaines richesses ont été multipliées par 14, sous l'effet combiné de taux planchers, d'un océan de stimulus et d'une inflation d'actifs qui a tout déformé. Résultat, même milliardaire ne suffit plus. Les jets d'entrée de gamme flirtent avec 80 millions de dollars. Les voitures à 1 million se vendent plus vite que les électriques et les yachts deviennent des billets d'accès à une classe à part. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent, c'est l'histoire d'un monde où les prix s'envolent plus vite que les revenus, où les marchés décollent plus vite que les profits et où l'IA ne promet pas des miracles de chiffre d'affaires, mais une révolution des coûts. Reste une question. Jusqu'où cette bulle sociale, financière et politique peut-elle gonfler avant d'exiger son tribut? Avant de commencer, merci pour votre soutien. J'espère que nos vidéos continueront de mériter votre confiance. Mais avant que ce remerciement ne se transforme en discours des Oscars, en 2017, aucun particulier sur Terre n'affichait une fortune supérieure à 100 milliards de dollars. Puis, fin novembre de cette même année, porté par le rallye d'Amazon, Jeff Bezos a franchi la barre symbolique des 12 chiffres. Techniquement, il n'était pas le premier à l'avoir effleuré. 18 ans plus tôt, au sommet de la bulle Internet, Bill Gates avait brièvement dépassé les 100 milliards avant le crack. Cette fois, ses fortunes ont tenu. Depuis qu'il a franchi cette ligne, Bezos n'a jamais quitté le club des 12 chiffres, même après son divorce en 2019, lorsque 25% de ses actions Amazon ont été transférées à son ex-femme, Mackenzie Scott. Bloomberg estime qu'il a simplement conservé le reste. Il a fallu plus de 18 mois pour que Bezos ait de la compagnie. En juin 2019, Bernard Arnault, président de LVMH, a brièvement atteint ce cap avant de repasser en dessous lors du ralentissement des ventes liées au Covid. Puis quelque chose a changé. Le 15 mars 2020 a bouleversé l'économie mondiale et plus encore la position des plus riches. À partir de là, le nombre de particuliers dont la fortune dépasse 100 milliards est passé de 1 à 17. Et ils ne sont pas seulement plus nombreux. Ils sont devenus beaucoup plus riches. En mars 2020, Elon Musk pesait à peine 30 milliards selon Bloomberg, une fortune presque modeste à ce niveau. En moins de 5 ans, elle a été multipliée par 14, au point de faire de lui l'homme le plus riche de l'histoire moderne, au-delà même des estimations de John D. Rockefeller ajustées de l'inflation. Musk n'est pas un cas isolé. Presque chaque ultra-riche a vu sa fortune grimper sur les 5 dernières années. Il faut descendre jusqu'à la 46e place de la liste pour tomber sur le pauvre Jack Ma, pratiquement le seul milliardaire moins fortuné aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Les riches qui s'enrichissent, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est la vitesse et la concentration récente au sommet, à tel point que les simplement ultra-riches se font désormais distancer par les hyper-riches. Si l'inflation vous pèse, ayez une pensée pour le milliardaire moyen. Il affronte l'une des pires vagues d'inflation qu'il ait jamais connues. Oui, je sais, on a du mal à compatir. Restons sur les faits. Dassault, Bombardier et Gulfstream dominent le marché des jets d'affaires haut de gamme. En 3 ans, chacun a lancé son appareil le plus grand et le plus cher à ce jour. Falcon 10X, Global 8000 et G700. Les constructeurs ne publient pas de tarifs officiels. Si vous devez demander, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais les brokers s'accordent sur un ticket d'entrée autour de 80 millions de dollars pour la cellule nue. Les aménagements intérieurs ajoutent facilement 10 à 20 millions. Avec seulement 1 milliard en patrimoine, acheter un tel appareil serait déraisonnable, même en mobilisant 10% de sa fortune. L'avion se déprécie et coûte plusieurs millions par an en maintenance et en opération. Malgré cette barrière, la demande explose. Les listes d'attente s'étirent jusqu'à 2 ans. Les données de vol public montrent que Jeff Bezos se déplace fréquemment avec 2 Gulfstream G650ER qui transportent sa famille et son staff aux 4 coins du monde. L'argument opérationnel est simple, redondance si l'un part en maintenance et plus de capacité pour l'entourage élargi sans recourir à un gros porteur incapable de se poser sur certains terrains. Selon des rumeurs non confirmées, Bezos ferait même partie des très rares déjà livrés en G700. Ce n'est pas qu'une histoire d'avion. Le pouvoir d'achat concentré chez les 200 personnes les plus riches a fait émerger un nouveau marché pour des résidences, des voitures, des expériences et même des politiques auxquelles seul ce microcercle peut accéder. Les prix y ont grimpé bien plus vite que l'inflation CPI classique. En 2005, la Bugatti Veyron était la voiture de série la plus chère du monde, environ 1 500 000 $ en valeur actuelle. 20 ans plus tard, la dernière Bugatti dépasse plus de 3 fois ce montant corrigé de l'inflation, et elle n'a même plus ce statut d'exception.
Le segment automobile à la croissance la plus rapide de la décennie n'est pas l'électrique. D'après Statista, même en incluant les hybrides rechargeables, ce marché a cru de 2000%, ce qui est impressionnant, mais moins que l'explosion des 25 voitures à plus d'1 million. Les chiffres sont plus difficiles à consolider, partant d'un volume très faible. Mais la conclusion ne fait guère de doute. On recense désormais plus de 100 modèles, toutes marques confondues, qui se négocient largement à 7 chiffres pour servir une clientèle qui n'existait pas à cette échelle il y a 20 ans. Un Ferrari à 3 millions ou une Bugatti à 5 millions reste abordable face à un jet à 100 millions. Pourtant, même là, l'argent ne suffit pas. Il faut mériter l'accès. Les marques incitent leurs meilleurs clients à dépenser des dizaines de millions sur le reste de la gamme avant d'envisager une allocation sur un modèle très limité. Et s'ils ont de la chance, ils se verront proposer une pièce unique avec une addition qui grimpe à plusieurs dizaines de millions. En clair, la richesse au sommet a progressé environ 3 fois plus vite que l'inflation courante. Un des marchés consommateurs à la croissance la plus rapide au monde, c'est la liste des 500 profils de ce tableau des ultra-riches. Les entreprises ont simplement aligné leurs tarifs sur ce que le marché pouvait encaisser. Même logique chez les chantiers navals, saturés jusqu'en 2030. Même logique pour les billets d'accès aux événements les plus exclusifs. Même logique pour l'immobilier des quartiers prisés par l'élite mondiale. L'inflation du très haut de gamme rend les milliardaires ordinaires incapables de jouer la même partie. Vous êtes peut-être peu ému par le sort de ces milliardaires à 9 chiffres, mais le vrai sujet est ailleurs. Il est dans ce que ce glissement silencieux révèle. Lorsque la monnaie perd en pouvoir d'achat, ceux qui en détiennent le plus ressentent mécaniquement la dépréciation. Et pourtant, ce n'est pas toute l'histoire. Le 15 mars 2020, les taux directeurs américains ont été abaissés à 0,25%, un plus bas historique. Les plans de relance budgétaire se sont déployés à grande échelle. Les premiers chèques Covid sont partis, les marchés ont rebondi, l'argent a afflué vers la consommation en ligne et l'investissement, pendant que le restaurant du coin était vide et que les vacances s'évaporaient. Les prêts PPP censés soutenir les petites entreprises ont davantage profité aux grands acteurs qu'on ne l'admet volontiers. Et ce schéma ne se limite pas aux États-Unis. La plupart des grandes économies ont été très généreuses. Les ménages, bombardés de gros titres sur la hausse des prix, se sont rués vers n'importe quel actif, même surévalué, pour préserver leur pouvoir d'achat. Or, le top 1%, et surtout les 200 tout en haut, détiennent l'essentiel de leur patrimoine dans ces entreprises. À mesure que des millions de nouveaux investisseurs entraient en bourse, la valeur des actifs de ces ultra-riches s'est envolée. Mais ça, c'était hier. Depuis, les banques centrales ont remonté les taux au-delà de leur niveau d'avant-crise, pour combattre l'inflation qu'elles avaient contribué à alimenter. L'épargne des ménages s'est évaporée, la dette conso a pris le relais, les plans sociaux ont frappé fort dans la tech et la finance, et la vie chère a rattrapé tout le monde. Normalement, un tel environnement ralentit la prise de risque et assèche l'investissement. Ce n'est pas ce qu'on observe au sommet. Les entreprises associées à ces grandes fortunes valent aujourd'hui plus qu'au zénith de l'argent gratuit. L'explication la plus facile serait une croissance opérationnelle éclatante. Or, ce n'est pas le cas. Le ratio CAP de Shiller, qui compare la valorisation boursière aux bénéfices moyens sur 10 ans, reste élevé. Plus élevé qu'en 1929, 2008 ou 2020. Il n'a été plus haut qu'en 1999, au pic de la bulle Internet. Des taux plus hauts et une liquidité plus rare freinent l'émergence de nouveaux entrants capables de bousculer les mastodontes, ce qui rend ces derniers plus sûrs à long terme, même si l'horizon de rentabilité se compte en générations. Autrement dit, les prix ont progressé sans fondamentaux équivalents. C'est de l'inflation, mais pas celle des biens et services du quotidien. C'est l'inflation des actifs, là où les ultra-riches dépensent réellement. Près de 90% des actions sont détenues par les 7% des ménages les plus aisés, et la part qui progresse le plus vite est celle du top 0,1%. En s'enrichissant, ils ne se contentent plus d'enchérir pour des jets, des voitures ou un mouillage à Monaco. Ils surenchérissent sur les mêmes actifs qui les ont rendus riches. L'IA a servi de récit pour justifier ces multiples. Son potentiel n'est pas nié, mais sa nature est souvent mal comprise. OpenAI a lancé un abonnement à $200 par mois pour accéder à ses outils les plus avancés. Un prix dissuasif pour le grand public, et pourtant l'activité reste déficitaire, tant les coûts énergétiques et matériels sont énormes. Malgré cela, les plus grandes entreprises n'ont pas le choix. Pas parce que l'intelligence artificielle va, par magie, multiplier le chiffre d'affaires, parce qu'elle va tailler dans les coûts.
le marché devient moins pudique sur ce point. Chez Meta, on assume désormais qu'un agent IA pourra jouer le rôle d'un ingénieur intermédiaire capable d'écrire du code. Et un dirigeant de la tech l'a résumé crûment. Demain, le service informatique de chaque entreprise deviendra le service RH de ces agents d'IA, chargés de les intégrer, les gérer, les faire monter en compétences. Dites-moi en commentaire où je me trompe. Les débats sains nous rendent tous plus intelligents, et personne ne sait avec certitude où l'intelligence artificielle nous conduira. En revanche, une chose est claire, le bien le plus convoité par les hyper riches coûte désormais plus cher que tout le reste. Il s'appelle l'influence. La dépense publique, en part du PIB, n'a jamais été aussi élevée hors Seconde Guerre mondiale. Avoir le réseau et le charisme pour peser sur l'allocation de ses budgets et sur ce qui sera régulé fait partie du job d'un grand patron. On peut le déplorer, mais c'est la réalité. Le lobbying classique ne suffit plus, et le prix à payer est devenu inédit. Leur dignité. Nous avons tous vu ces grandes figures faire la queue pour baiser l'anneau avant l'investiture. Parce qu'à ce niveau, la seule manière réaliste de préserver des fortunes déjà hypertrophiées est d'esquiver la régulation et d'obtenir l'appui de l'État dans la nouvelle donne. Si l'issue de l'élection avait été différente, ces mêmes dirigeants auraient tenu d'autres éléments de langage, vantant leurs initiatives vertes, la diversité de leurs conseils et un fact-checking rigoureux. La dynamique de richesse tout en haut est devenue si étrange que, dans le monde présent, les idées du grand-père du capitalisme paraissent presque socialistes. Et abonnez-vous pour d'autres analyses de micro-sujets aux impacts géants.